Bienvenue sur notre 5e saison podcast dédiée à l'Australie. Moi, c'est Julie. Après 3 PVT en Australie, j'accompagne aujourd'hui les futurs backpackers dans la préparation de leur propre aventure australienne. Avec ce podcast, on va te faire découvrir des histoires inspirantes des backpackers. Ils nous partageront leurs bons plans, leurs galères, leurs expériences pro, perso et aussi leurs conseils. Que tu sois en pleine préparation ou déjà sur place, ce podcast est fait pour toi. Si tu veux en savoir davantage sur l'Australie, tu peux aussi nous retrouver sur Instagram ou sur notre site internet départaustralie.com. Et si cet épisode t'a plu et que tu souhaites nous soutenir, n'hésite surtout pas à le partager en nous taguant et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci à toi et surtout, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Alexis et Laurie qui ont validé leurs 81 jours dans un refuge d'animaux. Ils ont eu l'opportunité de réaliser leurs rêves en travaillant auprès des kangourous. Ils vont partager avec nous les moments vécus au sein du refuge et nous donner un aperçu du fonctionnement. Salut Alexis et Laurie. Salut. Comment allez-vous? Ça va et toi? Nickel, plutôt bien. Ça va, merci. Bon, pour commencer cette interview, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors moi je suis Laurie, j'ai 30 ans et je suis arrivée en Australie fin juin. J'ai décidé de changer de vie et du coup j'ai tout lâché ce que j'avais en France pour arriver en Australie il y a quelques mois. Et moi du coup c'est Alexis et j'ai 28 ans, pardon. Et je suis arrivé en Australie aussi fin juin. Et ça devait être un working holiday visa de base qui devait se passer pendant le Covid, mais qui a été décalé. Vous êtes arrivés tous les deux en juin. Dans quelle ville vous avez commencé votre aventure? Moi je suis arrivée à Brisbane. Et moi pour ma part à Sydney. Pourquoi vous avez choisi ces villes? Moi j'ai pris Brisbane puisque ne sachant pas ce que je voulais faire par la suite, si je voulais aller au nord ou au sud, je me suis dit que c'était plutôt central sur la côte est. Donc comme ça j'avais l'opportunité d'aller au nord et au sud. Et pour ma part, comme j'étais déjà venu en septembre 2019, je connaissais déjà Sydney. Et j'avais entendu parler, du coup, via votre apéro à Paris, de Sam pour la voiture. Et donc, je me suis dit que, comme j'avais déjà discuté avec lui, d'atterrir là-bas, ce serait beaucoup plus simple si j'achetais une voiture. Et du coup, tu as pu acheter un 4x4 ou un van avec Sam? Oui, effectivement. Et alors, t'en es content? Pour ma part, oui, effectivement, oui, ça s'est très bien passé. J'ai tout après aménagé comme je voulais à l'intérieur. Ouais. Donc, plutôt cool, ouais. Ah oui, du coup, t'as aménagé à l'intérieur, t'avais pas de roof tent? Alors, si, j'ai une roof tent, Oui. mais comme c'est plus simple pour te garer quand... Enfin, je me suis dit, si je fais la route et que j'ai pas envie de monter la tente et quoi que ce soit, Oui. et que je voulais un peu vivre, on va dire, le van life, je me suis dit construire un lit simple dedans et avoir mon espace à moi sans avoir à monter la tente s'il pleut quoi que ce soit, ça serait plus pratique. Oui, d'accord. Oui, donc tu as double couchage, à l'intérieur plus la roof tent. C'est ça. Ouais. Du coup, ouais, j'ai 3 places au total et 3 sièges de libre aussi, donc c'est pratique. T'as pris quoi comme 4x4 comme modèle? Alors moi, c'est un Nissan X-Trail, donc c'est pile ce qu'il faut, on va dire, pas plus petit pour moi, parce que sinon je ne rentrais pas dedans. Donc, vous êtes atterris chacun un à Brisbane et un à Sydney, et vous avez décidé de commencer à faire les 88 jours. Exactement. Ouais. Vous vous êtes orienté plutôt sur du bénévolat. Pourquoi vous avez choisi de faire du bénévolat plutôt que du classique? Alors moi, pour le coup, j'ai pas encore passé les certifications RSA, etc. Tous les tickets, pour l'instant, je les ai pas passés. Et qu'en fait, moi, un de mes goals en Australie, c'était vraiment de travailler avec des animaux et d'approcher des kangourous et des bébés kangourous. Et c'est principalement des expériences qui sont pas rémunérées, qui sont en bénévolat. Et étant donné que d'un point de vue financier, j'avais déjà économisé en France, justement, je me suis dit, c'est le moment de faire du bénévolat maintenant, là où j'ai moins besoin d'argent. Et à contrario, plus tard dans l'aventure, quand j'aurai besoin de travailler, effectivement, là, j'aurai besoin davantage d'argent, donc ce sera peut-être pas le moment de faire du bénévolat. Et moi, c'est un peu aussi pour les mêmes raisons, sauf que la raison principale qui m'a poussé à faire du bénévolat avec les animaux, c'est qu'en France, je fais un diplôme pour être soigneur animalier auxiliaire vétérinaire. Oui. Et du coup, ça me permet d'avoir un peu plus sur mon CV avec les expériences avec les animaux. Ouais. Comment avez-vous cherché ce sanctuaire? Facebook, hein. Et de toute façon, tout passe par ça. Hein. Ouais. Les groupes Facebook, faut s'inscrire un peu partout, soit postuler, soit tous les matins regarder ce qui a popé, on va dire, dans la journée, ou même quasiment tout le temps dans la journée, regarder ce qui est publié et pas hésiter à marquer, je t'ai envoyé un message.
ou quoi que ce soit. Donc, ça va assez vite. Ouais, Ouais. ici, il n'y a pas de secret. De toute façon, c'est Facebook en priorité. Et vous êtes inscrit sur quel genre de groupe? Il y a des groupes spéciaux pour faire du bénévolat? Alors, il y en a. Il y a aussi des groupes de woofing, etc. Mais là, c'était sur le groupe des backpackers 2024-2025, je crois. Ouais, c'est ça. Je me sens que c'était ça. Vous vous êtes retrouvés sans vous connaître dans le même sanctuaire. Exactement. Alors, où se trouve ce sanctuaire déjà? Il se trouve à Baiwong. C'est juste une petite ville à 20 minutes de Canberra à peu près. Ouais, au nord de Canberra. Un endroit qui est éligible pour les 88 jours. Oui. Parce qu'il y a eu des feux de forêt. Que vous savez quand est-ce qu'il y a eu ce feu? Oui, il me semble que c'est 2019-2020 quand il y a eu Ouais. les grands bushfires et que du coup, c'est toujours éligible. Oui, c'est ça. Et la ville, elle était vraiment touchée? Enfin, quand vous êtes arrivés, c'était vraiment cramé? Ça dépendait des endroits. Après, nous, c'est vrai qu'on sortait pas énormément de la ferme, donc on n'est pas parti plus que ça dans les terres. Et nous, la ferme, ça allait, mais bon, ça a dû être touché quand même un peu. Hein. Et après, ce qu'ils font maintenant depuis ce grand bushfire, c'est qu'ils font des feux, on va dire, spécifiques pour justement, s'il y a un feu, on sait jamais, que ça n'aille pas plus loin que cette zone vu qu'elle a déjà été brûlée. Ouais, je crois que ça s'appelle des feux contrôlés, je crois. Oui, c'est ça, il me semble que c'est ça. Ouais. Vous avez postulé via Facebook. Vous avez été en contact directement avec le manager? Le manager et le propriétaire aussi en même temps. Qui vous a posé des questions pour pouvoir savoir qui vous êtes, quelles sont vos ambitions dans ce sanctuaire. Oui, effectivement, il nous a posé des questions et en fait, c'est un sanctuaire vegan. Ah. Donc, il demande en fait justement si ça nous gêne pas pour le sanctuaire, tout ce qui est justement vegan, de manger, d'être. Oui, tout ce qui est d'origine animale est proscrit. Ouais. Et voilà, si on est OK sur le fait de s'adapter sur un rythme de vie qui est peut-être pas forcément le nôtre. Et puis, oui, après, voilà, qui on est, quel type d'expérience on peut avoir, comment on peut être voilà, aussi en communauté. Plus des questions de savoir-être et un petit peu d'expérience, mine de rien, quand même, avec les animaux. Mais même les novices, entre guillemets, sont les bienvenus. D'accord. Donc, c'était plutôt un entretien facile et c'est accessible pour tout le monde. Ah, oui, clairement. Oui. Vous avez commencé tous les deux votre bénévolat et vous êtes restés le temps de faire vos 88 jours. Et la première question concernant votre bénévolat est quels sont les animaux présents dans le refuge? Il y a plein d'animaux de ferme. Donc, on avait 13 alpacas. Combien de moutons? On en avait beaucoup. Oui, mais il y avait des moutons et des chèvres. Ouais, des chèvres, on avait des cochons, on a des oies, des poules, Il y avait un poney. Plein de pigeons aussi. Et ce sont tous des animaux qui ont été rescued. Soit, par exemple, les cochons, c'était d'abattoir, qui allait passer en abattoir. Ouais. Oui. Les poneys, c'est quelqu'un qui était décédé, qui du coup ne pouvait plus, les enfants ne pouvaient plus s'en occuper, donc ils les avaient récupérés. Que des choses comme ça, à peu près, dans l'animal rescue. Il y a des personnes qui avaient, par exemple, des moutons et qui avaient dû déménager ou autre et qui ne pouvaient plus s'en occuper, mais qui restaient, entre guillemets, un peu leurs parents adoptifs, donc qui passaient régulièrement les voir ou avoir des petites attentions en particulier, en tout cas pour ces moutons-là, par exemple. Donc oui, c'était plutôt des animaux de ferme qu'il y avait sur place. Oui, et après, on a aussi eu, du coup, ce qu'on est appelé sur des rescues via Wildcare. Et du coup, de temps en temps, on avait, malheureusement, quand il y a des mamans kangourous qui sont percutées sur la route, si le Joey peut être sauvé. Donc le Joey, c'est le bébé kangourou. Pour le coup, il était ramené parfois au sanctuaire. Premier temps, on n'en a pas eu. Il y en a 2 qui venaient juste de partir quand on est arrivé. Et avec Alexis, quand on est parti, il y en avait 6. Donc ça aussi, après, c'est un autre travail supplémentaire où ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup d'attention. Oui, il faut le nourrir plusieurs fois dans la journée à des heures précises, avec des grammages précis. Donc le morning meeting, c'est plutôt sympa quand à 8h30, tu prends ton petit déj et t'as un kangourou sur les genoux. C'est assez magique comme moment. Ouais, ça doit être trop mignon. Ouais. Donc ouais, ça, c'était une autre partie du travail. Et en plus, je crois que comme tout bébé, mange aussi la nuit. Donc, il doit y avoir quelqu'un qui doit se lever pour aller le nourrir aussi, non? Ouais. Après, là, c'était vraiment dans une pièce qui était juste à côté de la chambre du propriétaire. Donc, pour le coup, c'est lui qui s'en occupait quand c'était sur des horaires vraiment décalés. Mais sinon, restant les 3 autres fois dans la journée, on s'en occupait, ouais. D'accord. Et après, une fois que ces bébés kangourous ont grandi,
ils sont remis dans la nature Oui, ou ouais. effectivement, justement, les 2 qui ont été relâchés juste avant et ils reviennent de temps en temps sur la propriété. Alors ils sont pas, nourris ou quoi que ce soit parce qu'ils sont quand même devenus sauvages, mais ils ont pas peur trop des humains et du coup, c'est vrai que, souvent au niveau du sunset, ils venaient et du coup, ça nous permettait nous de les voir, et ils ont même eu, eux-mêmes des joeys ou quoi que ce soit donc c'était mignon à voir. Ouais, trop cool. Ça veut dire qu'en fait, ils se rappellent de l'endroit où ils ont grandi? Ouais, ouais, Exactement. effectivement. Ouais. OK. Ah, c'est trop chou. Et donc, pour le coup, vous, travaillez dans une ferme où il y a du rescue de kangourous et dans une ferme où il y a des animaux, on va dire, de ferme. Quelles sont vos missions précises? Une journée type, ça commence à l'époque, c'était 8h, après c'est passé 8h30. On a un morning meeting où, du coup, on prend tous, le café ou le thé le matin et on discute tous ensemble de ce qu'on va faire dans la journée. Mmh. On avait 2 teams, une team birds et une team mammals et ensuite, du coup, on a 3 rounds dans la journée. Donc un le matin, un l'après-midi et fin de journée et du coup, selon la team, tu nourris, tu nettoies les enclos, tu reprépares la nourriture et cetera. Et en même temps, il y a des food pick-up aussi qui sont organisés, c'est-à-dire que les grandes surfaces, genre Coles, etc., ont des partenariats avec le sanctuaire sur les invendus et du coup, on peut aller les récupérer pour justement tout ce qui est veggie, les donner aux animaux de la ferme. Mmh. Après, on a des extra tasks, donc qui consistent effectivement, par exemple, à nettoyer les endroits où dorment les pigeons. Donc, ça veut dire aussi se salir les mains, effectivement, avec une pelle et nettoyer la crotte de pigeon. Mmh. Pareil pour les poules, donc ils ont tous des pennes. Le soir maintenant, parce que comme il y avait la bird flu avant, ils étaient enfermés, mais ils avaient des grands enclos aussi, mais ils ne pouvaient pas être sortis parce que s'il y avait un animal qui attrapait le bird flu, Qui étaient contaminés, qui était contaminé, malheureusement, du coup, ça voulait dire que potentiellement, on était obligé de tous les euthanasier aussi. Enfin, la plupart des animaux, les poules et tout, étaient en liberté, sauf qu'il y a eu effectivement ce problème de bird flu. Et après, du coup, petit à petit, elles ont commencé à avoir un petit peu plus d'espace. Et je crois qu'aujourd'hui, elles sont de nouveau en Oui, liberté. ça y est, là, ça fait Donc, peut-être 2 les semaines. restrictions ont été levées, mais c'est vrai que c'était très suivi. Et du coup, il fallait faire attention et mettre des bottes spécifiques, etc., pour pas relier d'enclos en enclos un potentiel microbe, etc., Ah etc. oui. Il fallait faire attention justement à chaque animal, que ça soit Oui, oui. bien traité, on va dire, Ouais. Oui, de pas au niveau hygiène. contaminer les animaux. Quoi. Ils peuvent aussi se contaminer entre eux. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, mais c'est une épidémie. Oui, c'est un peu comme une grippe Ouais, c'est une aviaire. ouais, voilà, c'est ça. Je cherchais. Ah, grippe Ah oui. aviaire, parfait. Bref, faut faire attention, vraiment, faut être attentif à chaque animal dont on s'occupe. Certains animaux sont communs, entre guillemets. Après, certains animaux sont attitrés. Il y avait aussi des chats qui étaient gérés par 2 collègues à nous. Moi, par exemple, je sais que je m'occupais du poney et tout. Mmh. Et en fait, il faut vraiment faire attention et être méticuleux. Si on voit une chèvre, par exemple, qui boite ou autre, voilà, pas hésiter à le reporter aussi au propriétaire et lui dire qu'on a notifié telles informations ou telles informations. Parfois, ça peut vraiment jusqu'à sauver la vie de l'animal, en fait. Oui. Donc, faut vraiment faire attention aussi à ça. Et de toute manière, pour postuler dans ce type de refuge, c'est la passion animale en priorité de toute manière. Il y a ça et après le principe aussi de vivre en communauté, parce qu'il y a toute la partie du travail. Et après, du coup, la vie en communauté, on vivait tous ensemble dans une même maison, on partageait des chambres. Et, et pour ce qui était, donc le logement était fourni, et pour ce qui était de la nourriture, on nettoyait aussi un Airbnb à côté, qui faisait qu'on gagnait de l'argent suite à ça, et que c'était de l'argent qui servait à la communauté, donc on faisait nos courses avec ça. Mmh. Et parfois dans les invendus aussi, dont j'ai expliqué tout à l'heure, des calls, etc., il y a des ingrédients qui sont pas bons pour les animaux. Et du coup, s'ils étaient encore bons, clairement, on les gardait. Il n'y a pas de gâchis. Mais ouais, ça, par contre, c'est un bon compromis parce qu'effectivement, on est logé et nourri, quoi. Donc ça, c'est un énorme deal. Ouais. Chacun cuisinait pour tout le monde. C'était vraiment une vie en communauté. Ah oui, Exactement. effectivement, Oui. oui. Si Ouais. quelqu'un avait une idée, on pouvait l'aider à cuisiner ou quoi que ce soit. C'était souvent, la plupart du temps, c'était le soir où on faisait des gros repas ensemble. Et le midi, comme avec les restes de calls ou d'autres
magasin, on avait pas mal de pain et on pouvait se faire des sandwichs ou après s'il y avait les leftovers ou des choses comme ça, on arrivait toujours à s'entretenir entre nous sans souci. Enfin, ils peuvent accueillir jusqu'à combien de backpackers dans cette ferme, dans son sanctuaire? Le maximum qu'on ait été, je pense. ouais, c'est ça. En fait, quand il y a la relève, c'est là où on est le plus. Mhm. Et après, on est descendu jusque 4. Et là, effectivement, les journées sont chargées. Donc, ils peuvent accueillir jusqu'à 11 personnes. Donc, vous avez tous votre chambre personnelle ou vous dormez Non. Nous, Les par chambres, exemple, on était 4 dans la même chambre. Après, c'est un grand espace. On arrive à gérer, parce que nous, comme on est arrivé les 4 Français quasiment, enfin, on est arrivé, oui, à 2-3 jours d'intervalle en même temps. Mhm. Et du coup, on a décidé, en aménageant un peu la grande chambre, on va dire, de dormir tous les 4 ensemble. Et par contre, on avait chacun notre lit et enfin, on avait même des paravents pour nous séparer pour entre avoir nous. un peu Donc, notre intimité. Oui. Mais au mieux, en réalité, là, c'est vraiment parce qu'il y avait la relève et c'était un peu serré quand même. Mais au mieux, ouais, je dirais entre 6 et 8 max. ouais, le mieux, c'est ça. Pour que chacun ait quand même son espace et rien que pour la vie en communauté aussi, parce que faut être capable de s'adapter à tout le monde et de faire des compromis et de lâcher prise aussi et d'être convivial. Et parfois, c'est pas donné à tout le monde. Et il faut aussi s'asseoir un peu sur son intimité, justement, le fait de pas avoir sa chambre perso, de devoir prendre des temps rapides dans la salle de bain parce qu'il n'y a qu'une salle de bain, de s'adapter aussi à une nourriture qui n'est pas forcément celle qu'on mange tous les jours. Donc oui, ça demande pas mal de compromis, mais quand ça se passe bien, c'est une super expérience. Oui, c'est vrai que l'avantage aussi de partager une maison avec plusieurs personnes de différents horizons, ça permet aussi de développer l'échange culturel et de découvrir d'autres nationalités. Et à un moment donné, on a quand même été, donc certes 4 Français, mais on avait une Belge italienne aussi avec nous. On a eu des Allemandes, on a eu des Chiliennes, on a eu des Américaines, une autre Belge. On a eu vraiment différentes origines, différentes cultures. Et ça pour le coup, c'est hyper enrichissant en termes d'échange. Ouais. Et puis, ça permet aussi de vous progresser aussi en anglais. Oui. Oui, même si on a le mauvais réflexe entre Français, mais je pense que c'est pareil entre communautés, mais entre Français de se dire ok, on est entre nous et on peut parler français, mais ça n'empêche que pour le coup, après au travail, de toute façon, on n'a pas le choix et en fait, ça nous met dans le bain directement, donc ça, c'est trop cool. Et alors, combien d'heures vous faisiez par jour? Alors, au niveau horaire, c'est un peu particulier parce que du coup, comme il y a les rounds, donc on commence tous à 8h30 effectivement pour le morning meeting. Le round en fonction du nombre de personnes peut aller je sais que nous, quand on était 6, on faisait le round à peu près en 40 minutes à peu près. Et donc ensuite, il y avait un temps de pause. Après, il y avait les personnes qui partaient soit pour le Airbnb ou le food pick-up, récupérer donc la nourriture. Et donc pendant ce temps-là, soit il y avait une extra task, soit justement on pouvait justement juste se reposer en attendant le second round de l'après-midi, tout en préparant par exemple la nourriture et faire le ménage aussi. Et faire le ménage. Une maison partagée avec en moyenne 8 personnes dans une ferme. Je laisse imaginer l'état de la maison. Ouais. Donc, il y a souvent une team ménage aussi quand même par jour. Oui. Ça se fait tous les jours là qu'on est 8 pour une salle de bain, c'est sûr. Oui. À partager, En fonction de nos jours, ça varie un peu. Ça se finit aux alentours. De toute façon, quand le soleil se couche, c'est à ce moment-là qu'on termine la journée pour justement fermer l'enclos des animaux. Après, du coup, en général, il y a une personne en day off par jour, parce que si on est 7, enfin, nous, on fonctionnait avec un day off, mais je sais que maintenant, il fonctionne par 2 day off. Donc ça a changé. C'est un peu, effectivement, après, à chaque roulement, il y a un peu une adaptation de chaque backpacker qui dit ça, on pourrait l'améliorer ou on pourrait changer ça en cette manière-là. Donc ça varie vraiment d'un groupe de backpackers à l'autre. Ça fonctionne très différemment dans le sens où il y a des changements de vie, de communauté, mais
Ouais, les bases sont les mêmes en fait par rapport aux animaux et au traitement des animaux, mais sur la vie en communauté, le propriétaire vit juste à côté, mais il vit pas sous le même toit. Du coup, chacun peut un peu chaque groupe peut s'adapter et modifier un petit peu le mode de vie comme il l'entend. Mmh. Donc là, ils sont pas les derniers effectivement sont passés à 2 day off parce qu'ils estimaient que c'était mieux pour eux 2 day off, ce que je peux entendre d'ailleurs et du coup, ils se disaient capables de faire le restant du travail, avec le nombre qu'ils étaient Ouais. donc ouais, ils ont adapté la chose comme ça. Oui, donc Quelque chose d'important aussi à savoir, c'est que il y a une voiture on va dire, de fonction mmh. qui, qui est donnée par le propriétaire et elle est manuelle. Donc si vous voulez postuler, il faut savoir conduire une manuelle. Oui, c'est ça, parce que sinon après quand il y a pas beaucoup de drivers, c'est-à-dire que nous sur 7, on n'était que 3 drivers, du coup, on retournait quasiment à chaque fois, faire soit les nettoyages de Airbnb. Alors après, il y a toujours des non-conducteurs et cetera qui vont nettoyer aussi, qui font le travail, il y a aucun problème. Mais quand tu es driver, du coup, tu es quand même beaucoup plus sollicité, quoi. Oui, au magasin pour aller chercher la nourriture, soit aller, à l'Airbnb pour faire le nettoyage, c'est ça? C'est ça, Exactement. exactement. Ouais. Et puis parfois, s'il y a une petite galère on n'a pas été livré pour telle botte de foin ou autre, faut aller chercher. Et puis du coup, ça retombe sur les drivers. Donc il faut avoir le permis. Pour un meilleur équilibre d'équipe, oui. Donc de ce que j'entends, en fait, au niveau, de votre bénévolat, c'était vraiment une question de partage avec la communauté, avec les autres backpackers, avec le propriétaire et de communication. Ah oui, Ouais. sans communication, de toute façon, la journée, au bout d'un moment, la pression, Mmh. elle tombe un peu sur les épaules de ceux qu'on va dire qui font le plus, et du coup, c'est pas Mmh. forcément le meilleur. Mais rien que pour le savoir, par exemple, je sais qu'on devait nettoyer le bain des canards à peu près tous les jours, et du coup, s'il y en a un qui communique pas qu'il a laissé ouvert le tuyau, parce on avait chronométré pour justement éviter de se dire, ah, est-ce que le tuyau n'est pas forcément à côté de la baignoire. Donc, pour aller vérifier, c'était un peu compliqué. Et du coup, on s'est dit, en mettant un chrono, on va pouvoir savoir. En le disant, ça évite que la personne qui l'a lancé oublie. Et du coup, on sait que à tant de minutes, faut l'arrêter. Et comme ça, la communication, elle se fait facile et il n'y a Ouais. pas d'oubli. Ouais, Ça arrive, mais il n'y a pas d'oubli tous les jours. Ouais, c'est vrai que du coup, la communication, autant alors le propriétaire, pardon, avait aussi sa vie, etc. et son administratif à gérer, mais au sein de l'équipe, on l'a remarqué tout de suite, parce que c'est pas non plus le monde des bisounours. Il y en a quand même qui travaillent plus que d'autres. Ça, on le sait. Il y en a qui vont dire qu'ils ont fait quelque chose alors qu'ils l'ont pas fait. Mais en fait, si tu communiques pas, on l'a vu tout de suite, ça fonctionne pas. On a eu des très bons exemples comme des moins bons exemples. Et en fait, là, c'est ce qui fait vraiment que l'équipe, elle fonctionne parce que tu peux te dire, OK, tel animal, je lui fais confiance, il a été nourri, il a eu à boire, il a eu à manger comme il faut, le bedding est refait. Je peux passer à l'enclos suivant, j'ai pas besoin de repasser derrière. Ça, c'était vraiment le pire truc qu'on ait pu avoir, c'est de devoir repasser derrière des backpackers avec qui on n'avait pas confiance ou autre. Alors que quand ça roule, il y a des moments où on était peut-être moins. Et ça a super bien fonctionné parce qu'en fait, on se faisait confiance les uns les autres et on n'avait pas besoin de discuter. Chacun avait sa tâche. On avait déterminé dès le matin ou la veille qui faisait quoi. Par exemple, les managers, il y avait des énormes tanks d'eau qu'il fallait régulièrement réapprovisionner. On savait que, par exemple, c'était une tâche qui était attitrée à telle ou telle personne. Dire, là, il manque de l'eau ou autre. Non, c'était sa tâche et c'était bien organisé. Donc, vraiment communiquer, de toute façon, c'est la clé pour tout. Oui, ça c'est clair. Et donc, ce que vous avez dit aussi, c'est que vous avez des animaux qui sont attitrés à chaque personne. Oui, voilà, effectivement. donc ça peut faciliter aussi au niveau des arrangements. C'est ça. Il y a les animaux plus communs entre guillemets étaient vraiment communs à tout le monde. Mais certains animaux, comme par exemple, moi je m'occupais de Lady, donc du poney, en fait personne ne s'en occupait, sauf quand c'était mon day off. Et du coup, j'avais un backup qui d'ailleurs était Alexis. Mais sinon, en dehors de ça, personne ne s'occupait du poney, sauf s'il notifiait quelque chose en particulier. Mais dans ce cas, il venait en référer juste soit à moi, soit à Alexis, quoi. Ouais. Vous savez combien il y avait d'animaux en tout? À peu près 200. Ouais. Ah ouais. Comment se passe la vie en dehors du sanctuaire? Parce que vous avez de temps en temps un jour off. Est-ce que vous faisiez des activités autour? Sur notre day off, on pouvait faire vraiment ce qu'on voulait. Si on avait notre voiture personnelle, c'était très facile de sortir sans embêter les personnes conducteurs et de nous dire, par exemple, est-ce que tu peux nous déposer pendant, par exemple, un food pick-up et moi, je reste la journée sur Canberra vu que c'était à peu près à 20 minutes. Et le soir, on s'entraidait, voilà, aller chercher l'autre personne, quoi que ce soit.
Mais sinon, effectivement, de temps en temps, il pouvait avoir surtout il me semble que c'était le jeudi, Oui. où il y avait Trivia. des trivia nights. Et du coup, c'est en gros pas des blind tests, mais C'est des soirées quiz, en ouais, fait. voilà. Et donc, vous pouvez y aller avec le propriétaire et passer un bon moment de temps en temps comme ça. On a voulu aussi aller faire du bowling, sauf que malheureusement, on n'avait pas réservé. Donc, de temps en temps, on fait un restaurant vegan qui est excellent à Canberra, qu'on peut recommander. Et sinon, oui, du coup, ouais, c'est à 20 minutes à peu près Canberra du centre. On pouvait se faire de temps en temps des activités avec l'argent commun si on se mettait d'accord et qu'on n'était pas non plus énormément. Si on est 6, bah, l'argent commun, on peut l'utiliser par exemple pour soit se faire un resto ou on a même réussi, nous, on va se faire une journée massage. Wow. Mais ça arrive pas tous les 4 jeudis, quoi. C'est vraiment en fonction de la vie en communauté, de l'argent qu'il y a, mais la priorité de toute façon, c'est faire les cours. Donc oui, l'argent passe aux courses et après, ça serait en second temps les activités, quoi. De toute façon, c'est de l'argent qu'on a gagné à la sueur de notre foi en nettoyant en nettoyant le Airbnb. Donc en vrai, le propriétaire nous laissait gérer l'argent si on en avait assez pour nous nourrir, qui était effectivement la priorité. Bah après, on pouvait faire des extras avec. Et du coup, bah, selon le nombre de personnes qu'on était, par moment, on s'est fait des petits plaisirs, effectivement. Ouais, c'est trop cool comme système. Après, comme je disais, c'est vraiment en fonction de chaque groupe de backpackers, ça évolue tellement d'un moment à l'autre. Et même à la fin, comme le soleil vient de plus en plus en ce moment, il y avait un petit endroit où on pouvait aller se baigner. Et du coup, de temps en temps, enfin, ils y allaient maintenant, mais on a pu tester un lac très gelé, mais c'était assez sympathique. En parlant de la température et des gens qui rallongent, c'est vrai que nous, quand on est arrivé au bon moment de l'hiver. Ouais. Et du coup, le dépaysement total d'arriver. Parce qu'à la base, tu te dis, j'arrive en Australie pour voir la mer, enfin l'océan, le beau temps, le soleil et tout. Et en fait, tu te retrouves à Canberra où il fait moins 2 degrés et qu'il fait nuit à partir de 16h30. Donc, gros dépaysement total au début, adaptation un peu dure. Mais en réalité, après, ça va, les jours rallongent. Et puis après, c'est que du kiff en soi. Puis on est tous les jours avec les animaux, au contact des animaux, donc ça, vous êtes dans la nature. Et ils sont adorables. Ouais, non mais franchement, pour le coup, c'est un réel kiff de voir juste rien que des kangourous qui passent devant toi le soir ou rien que le matin d'avoir un bébé kangourou sur les genoux avec ton biberon dans les mains en train de lui donner, de le nourrir et tout. Enfin, perso, moi, c'était un de mes rêves à accomplir ici. Et c'est déjà chose faite en juste quelques mois en Australie, alors que certains, malheureusement, les seuls kangourous qu'ils ont vus, c'est sur les bords de route, quoi. Donc pour le coup, non, ça, c'est vraiment, c'est un vrai bonheur. Et oui, vous parliez d'Instagram. Du coup, on peut suivre le sanctuaire sur Insta. Oui, tout à fait. Du coup, la page, c'est Lucky Star Sanctuary. Et puis voilà, bah, après, vous pouvez suivre toutes les aventures de chacun de nos petits animaux. Je dis encore nos parce que c'est encore les miens. Et aussi, vous m'avez parlé en off qu'il y a potentiellement un déménagement de la ferme. Donc ouais, effectivement, le sanctuaire, il est actuellement le propriétaire en train justement avec la page Instagram, de faire une demande de don, justement pour aider à déplacer 200 animaux. Je vous laisse imaginer que ce n'est pas facile, que ça prend du temps. Et du coup, il cherche une nouvelle propriété. Pour le moment, de ce qui était dit, c'était aux alentours de Newcastle. Et dans tous les cas, il cherche un endroit où les 5 jours sont éligibles, parce que c'est une entraide. Il a besoin de backpackers et nous, on a besoin de faire nos 88 jours aussi. Donc, il sait à quel point il y a ce besoin de trouver un endroit où c'est éligible. Et d'ailleurs, comment vous allez faire, parce que là, vous n'avez pas de fiche de paye vu que vous n'avez pas payé et que c'est du bénévolat. Comment vous allez prouver que vous avez fait 88 jours quand vous allez faire votre demande de seconde année? Ouais, exactement, c'est ça. En fait, il nous remet un papier et on a aussi eu un certificat de bon volontaire. Mais ça, c'est juste pour nous personnellement. Mais sinon, ouais, on a un papier qui nous est remis qui prouve que du coup, on a fait nos 88 jours signés par la main du propriétaire, comme quoi on a bien travaillé là.
avec tel type de mission. Et puis maintenant, on n'a pas encore renouvelé notre visa, donc on croise juste les doigts que ça va marcher. Mais les anciens backpackers n'ont pas eu de problème avec ça. C'est un papier qui est remis, donc surtout quand vous l'avez, n'oubliez pas de le scanner directement au cas où pour les têtes en l'air qui pourraient le perdre rapidement. Mais sinon, voilà, après, il y a juste, je pense, besoin de soumettre ce papier. Oui, c'est ça, parce que c'est un papier qui est sur le site du gouvernement, Australian Government, ou que ce soit. Et donc, il y a juste les cases à remplir et à signer par le propriétaire. Et nous, de notre côté, on remplit le côté de backpacker, mettre au moment de notre second visa. C'est ça, ils nous demandent notre identité et puis notre numéro de passeport. Donc, en fait, tout est lié, quoi. Ah, d'accord. Du coup, c'est le proprio qui a pu télécharger un fichier qui est sur le site du gouvernement et qui l'a rempli. Ouais. D'accord. On nous donne en plus un papier à côté pour justifier, par exemple, que c'était du bushfire ou des choses comme ça. Quand vous faites du bénévolat, il n'y a pas une question d'heure. Non, il y a encore moins avec le monde animalier parce que pour le coup, il y a des journées qui vont être rapides, parfois d'autres vont être un peu plus longues parce que tel animal va pas forcément très bien, ou il faut prendre rendez-vous chez le vétérinaire, ou il y a une rescue. Combien de fois les dernières semaines, à chaque fois on se posait seulement en fin de journée pour manger tous ensemble autour de la table, et on avait notre téléphone qui sonnait. En fait, on fonctionnait par groupe WhatsApp ou Messenger. Et s'il y avait une rescue ou autre, le propriétaire mettait qui est dispo pour une rescue. Et du coup, là, on part. Là, d'ailleurs, il faut avoir le cœur un peu accroché. Par moments, les rescues se finissent pas forcément très bien. Donc, c'est pas que du kiff. Ça aussi, faut être prêt à ça aussi, parce que qui dit monde animalier dit aussi, nature vivante et qui peuvent être amenés à disparaître. On a eu quelques décès, malheureusement. Et ça, c'est des moments qui sont un peu compliqués parce qu'on s'attache énormément à ces animaux. Mais du coup, oui, les journées les tâches sont similaires, mais les journées sont quand même toutes différentes. Et à la fin, comme tu disais tout à l'heure, Alexis, en moyenne, on finissait notre journée vers 17h quand le soleil se couche quand on retirait la nourriture des poules ou autres. Mais à la fin, quand nous, on avait les 6 joeyes à gérer, à 20h30, on était encore en train de leur donner le biberon. Donc, ça varie en fait selon les animaux qui sont présents aussi à la ferme, quoi. Ouais. Donc ça peut être complètement aléatoire, tu peux faire des petites courtes journées comme des grandes journées, quoi. Et puis tu as les nettoyages des enclos, certains tu vas avoir un petit nettoyage qui va être quotidien, donc ça c'est plus ou moins rapide, mais toutes les 6 semaines tu vas avoir le gros nettoyage des enclos des poules, des moutons, des pigeons, et là du coup ça te rajoute facile 2 à 3 heures de nettoyage dans ta journée. Donc ça, tu sais que quand tu as la période des 6 semaines qui arrive, tu sais que là, ça va être des grosses semaines. Et donc, pour toutes les personnes qui veulent travailler dans un sanctuaire, est-ce que vous avez des conseils à leur donner ? Alors, niveau conseil, je dirais, ne pas avoir peur de poser des questions s'il y a un animal dont on peut avoir peur. Par exemple, je sais qu'il y avait une personne dans les backpackers qui avait peur de volatiles, ou des moutons, parce que une fois, c'est arrivé qu'un mouton la charge. Du coup, elle en avait un peu plus peur, ou quoi que ce soit, mais sinon, de se salir les mains, qu'il y a toujours des tâches quotidiennes ou extra-tasques qui arrivent, et de pas avoir peur, de se dire c'est pas un boulot comme en France, on va dire 7h, 16h, et on a fini la journée et plus rien ne se passe. Vu qu'on vit sur place, c'est toujours avec le sanctuaire qu'on vit. H24 avec le sanctuaire, et c'est vrai que faire du volontariat, ça porte bien son nom. Pour moi, c'est vraiment d'être volontaire au max, dans le sens où on a envie de se salir les mains, on est là parce qu'on a décidé de l'être et de pas être payé, donc de donner de notre temps et de notre personne, physiquement, de venir en aide, et donc avoir une bonne capacité d'adaptation, pas être trop attentif sur son intimité entre guillemets, parce que c'est vrai que on n'a pas vraiment trop de moments privés, hormis la salle de bain, c'est le seul moment, et encore c'est tous les dents en même temps, il y a que le moment de la douche, quoi. Mais sinon, en dehors de ça, faut être de bonne volonté, faut être motivé. Et l'amour des animaux, surtout. Et puis, bien évidemment, le numéro 1, quand c'est dans un bénévolat pour un refuge animalier, c'est effectivement la passion pour les animaux. On arrive sur la fin de l'interview. Est-ce que vous pouvez nous raconter un de vos meilleurs souvenirs que vous avez vécu en Australie ? Pour le coup, alors je vais peut-être mal répondre à la question parce que j'en ai 2.
Mais le premier, c'est effectivement, comme je l'expliquais, de nourrir des bébés kangourous. C'est vraiment, c'était un de mes rêves pour venir en Australie et c'est déjà chose faite. Donc ça, c'est vraiment un super moment. Et le deuxième, c'est les connexions humaines aussi qu'on a fait. Là, par exemple, avec Alexis, on est encore en voyage ensemble aujourd'hui et on a même retrouvé le couple de Français qui était avec nous au refuge. En fait, quand on est parti dans le centre avec Alexis, on a visité Uluru. Et je sais pas, moi, Uluru, ça m'a vraiment provoqué des émotions assez intenses. Beaucoup se disent, ah, c'est qu'un rocher, il n'y a pas besoin d'y aller au centre, etc. Il y a tellement plus à faire. Et Uluru et Kings Canyon, ça reste vraiment pour moi genre deux visites qui m'ont vraiment marqué et qui surtout m'ont vraiment fait réaliser que ok, ça y est, je suis en Australie. Parce que même si on y est, même si on vit ici tous les jours, on réalise pas forcément toujours ce qu'on est en train de vivre. Et là, ça m'a vraiment fait réaliser que ok, là, t'es en train de vivre ton rêve et là, t'y es, quoi. Et oui, du coup, pour ma part, au niveau pareil, j'ai au final plusieurs souvenirs qui m'ont marqué, mais au niveau du sanctuaire, ça restera effectivement le nourrissage des animaux de Joey. Mais en particulier aussi, on s'attache beaucoup aux animaux et il y avait un mouton qui s'appelle Sparkus. Et du coup, c'était mon chouchou. Et effectivement, il me coursait un peu partout. Dès que je m'éloignais, il courait pour me revenir vers moi, pour avoir cette petite gratouille. Donc ça, c'est un beau souvenir aussi de mon côté. Ouais. Et effectivement, pendant le road trip, Uluru, et effectivement, pour moi, c'est ma part Kings Canyon. Donc, on a fait une randonnée à peu près de 7 km. Et là, effectivement, il y a des terres qui sont un peu sensibles au niveau des aborigènes. Donc, on n'a pas le droit de prendre de vidéos ou photos. Et c'est vraiment un décor digne d'un film de Jurassic Park. Et enfin, moi, j'en reste ébloui toujours de ça. Et pareil, le Katachuta aussi. et Katachuta, ouais. Ah oui, c'est Katachuta. Oui, Katachuta, ouais. C'est un pareil c'est pas vraiment c'est pas un rocher parce que c'était plusieurs têtes en fait. Ouais. Mais qui appartient au même parc national que l'Uluru. Et la marche autour du Uluru, de se dire que ça paraît beaucoup de 10 km, mais en vrai, c'est tout plat et on met à peu près 4 heures, mais c'est un beau souvenir de se dire, on a marché autour du Uluru et c'est quelque chose d'assez incroyable, quoi. Et on était tout seul, quoi, pour le coup, parce que je pense qu'on l'a fait vraiment de justesse, là. On l'a fait mi-octobre jusqu'à fin octobre, et c'est la fin de la période à peu près pour y aller, il commence à faire chaud. Et du coup, on avait ces lieux juste magiques, rien que pour nous. On se levait à 4 heures du matin pour avoir le lever du soleil à 5 heures, et c'est fou, quoi, quand t'as ce genre d'endroit où il y a des milliers de touristes qui viennent, et toi, t'es là à 5 heures du matin, tout seul. Ça, c'est l'avantage d'être autonome et d'avoir son propre véhicule pour faire un road trip, quoi. Ouais, effectivement, ça aide beaucoup. Par contre, pour Uluru, je vous préviens, avec l'essence, ça coûte un peu cher. Ah oui. Mais juste pour donner une ordre d'idée, parce que là, vous êtes allé, donc vous avez dit fin octobre. Fin octobre, c'est la fin de l'hiver. Et du coup, il faisait combien de degrés? Alors nous, on est monté jusqu'à 39 degrés à l'ombre à Uluru. Donc ça tapait dans la journée bien, je pense au soleil, 45 degrés. Ouais, moi dans ma voiture, jusqu'à 48 degrés dans ma voiture. Ah ouais. Et donc l'été, c'est combien alors? Vous savez? En vrai, je saurais pas te dire, mais quand on a visité Coober Pedy, ça monte jusqu'à 50, ouais. Donc ouais, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais, bah oui. Merci pour le partage de vos souvenirs en Australie et pour le partage de votre expérience dans un sanctuaire. Est-ce que vous acceptez de donner votre Instagram pour les personnes qui auraient encore des questions concernant votre aventure? Oui, il n'y a pas de souci. Si on peut aider, avec grand plaisir. Moi, du coup, mon Insta, donc c'est Laurie, Laurie, le tiré du bas, Caro, pour Laurie Caro. Et pour ma part, mon Insta, c'est Alexis, avec un S à la fin. .dbgs. Donc alexis.dbgs, tout simplement. Très bien, et bah super. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Merci. Salut. Salut.